Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents pour ce débat un peu original, atypique, et je dirais même exclusif, puisque c'est une idée qui m'est venue un jour où Nicolas Jaillat, qui est donc le patron de ce salon, auquel vous participez tous, m'a dit « Franck, j'aurais besoin d'une idée originale pour l'animation de la partie de la logistique. À quoi penses-tu ?» Et donc je travaille aussi pour d'autres événements, et donc j'avais eu d'autres idées originales, et je voulais un peu plutôt les rendre exclusives, et donc je vais parler de ce débat à trois, qui est en fait un débat présidentiel. Alors pourquoi j'ai appelé ça le débat présidentiel ? Tout simplement parce qu'il réunit déjà deux présidents qui vont s'affronter, et à travers des questions qui sont leur cœur d'activité, leur domaine d'activité, leur métier, qu'ils ont construit et qu'ils ont développé grâce aux entreprises qu'ils ont eux-mêmes créées. Les deux débats présidentiels, parce que le schéma n'a rien d'original, il est inspiré du débat du second tour des présidentielles, vous savez, qui a lieu tous les 5 ans, qui n'a rien d'original non plus, puisque ce sont les deux, en général, les deux shortlistés, moi j'appelle ça les deux shortlistés, du premier tour des présidentielles, et qui viennent s'affronter devant les Français dans un débat très souvent animé, l'un et l'autre avec pour objectif de gagner et de devenir le président. L'objectif est un petit peu différent. Vous ne serez pas le président de la société de l'un et de l'autre. Je préfère vous en informer tout de suite. Et vous ne gagnerez pas, puisqu'il n'y a pas d'élection à la fin de ce débat. En revanche, vous êtes vraiment issu d'un second tour. Pourquoi et quel second tour ? Lorsque j'ai créé mon cabinet de conseil, Neo26, j'étais amené avec mes clients à aller choisir des prestataires logistiques, donc des clients, il y en a une notamment dans la salle, qui un jour m'ont dit j'ai envie de gérer ma logistique de façon externalisée, vers qui je dois m'adresser. Et donc parmi les entreprises que j'avais référencées, j'ai fait gagner, ou ils ont réussi à gagner, certains, d'autres ont perdu. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et très souvent, les deux personnes que vous avez à ma gauche et à ma droite ont emporté les appels d'offres les plus importants. Je vais vous donner un chiffre. À eux deux, ils regroupent 40% des victoires et des marchés que j'ai pu confier, soit l'équivalent, je ne vous dirai pas sur quelle répartition, d'environ 10 millions d'euros. C'est pas mal. Et ce qui est important, c'est de voir comment ils ont réussi. Pourquoi donc j'ai invité donc Patrick Foyard à ma gauche, qui est le président de l'Oxitec, et Rolf Bayer à ma droite, président de BSL, tout simplement parce qu'ils ont été très souvent les meilleurs, et que j'avais envie de partager ce que j'avais vécu avec eux, notamment par rapport à ce qu'ils m'ont fait découvrir de leur entreprise, comment ils ont réussi à mener cette partie commerciale, et comment ils ont réussi à l'emporter aussi souvent. Et j'avais envie de partager avec vous cette expertise. Donc en fait, ils sont issus vraiment d'une shortlist, la shortlist des shortlists, et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vais vous présenter tous les deux. Et puis, j'ai aussi demandé à une troisième personne qui est au premier rang, qui est Nicolas Picret, qui va se lever et se présenter. Pourquoi ? Parce que Nicolas Picret fait aussi partie des prestataires du référencement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je ne pouvais pas inviter tout le monde, donc j'ai demandé à ce qu'il soit mon témoin. Et sur les thèmes qui étaient les siens, ou qu'il préférait, il a déjà choisi. Partager son avis ou donner son avis en restant cette fois-ci dans le public. Donc Nicolas, si vous voulez bien vous présenter pendant quelques secondes. Donc Nicolas Picret, vous êtes aujourd'hui. Bonsoir, ça marche, oui. Super, donc Nicolas Picret, je suis un des dirigeants de Dispeo, qui est également un prestataire. En e-logistique. En e-logistique, oui. On a donc un prestat qui, avant plusieurs sites, on prépare 25 millions de colis à l'année. Et donc 85% en e-commerce. Voilà, donc un vrai expert en e-commerce. Donc Nicolas, je vous solliciterai pour ça, chaque fois qu'il y aura une question. Et puis la prochaine fois, ce sera avec vous, promis. Avec plaisir. D'accord, merci. À ma gauche et à votre droite, Patrick Foyard, président de l'Oxitec. J'aimerais qu'on l'encourage pour commencer par vos applaudissements. Merci. Et Patrick, merci, va se présenter à son tour. Bonjour à tous, merci d'être venus. 30 secondes. Hein. Donc je préside le groupe l'Oxitec, qui fédère 5 entreprises de logistique,
plus une SS2I informatique et un call center interne. Ces structures travaillent en synergie et en fait elles nous permettent de proposer une gamme assez étendue de prestations logistiques, informatiques et relations clients qui sont interconnectées entre elles. Et vos clients sont des web marchands? Alors on a 3 types de clients. On a des opérateurs de téléphonie, fournisseurs d'accès Internet et distributeurs d'objets connectés comme SFR, Direct Energy ou Autodo. Des web marchands, comme on gère par exemple la boutique en ligne. Patrick, je vous coupe. Rolf, je vais vous demander de vous présenter. Je suis obligé, je vais vous donner le même temps de parole. Taisez-vous, El Kabash. Rolf Bayer, on va y venir à l'activité parce que je vais présenter vos activités juste après. Bonsoir à tous. Avant de présenter BSL brièvement, on avait 2 challenges ce soir. Le premier, c'est de retenir le plus de monde possible à cette salle. C'est pas tout à fait gagné encore. Et le deuxième, c'est de vous livrer des informations intéressantes. Là, on va s'y atteler sérieusement. C'est l'objectif. Merci. BSL, 22 ans d'existence. 350 personnes. J'ai créé BSL dans le cadre du groupe Vifranché. BSL appartient maintenant ou fait partie du groupe Dimotrans puisque on a décidé qu'on allait s'associer pour mener des opérations de logistique ensemble avec un appui fort sur la partie groupe qui risque, et en tout cas je le souhaite, de nous enlever un petit peu cette étiquette bretonne que certains prospects et clients veulent bien nous donner. Merci Rolf. Alors moi j'aimerais que ce soir vous affrontiez, pas forcément par les mains, surtout pas, mais à travers des thèmes que j'ai sélectionnés, qui sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans des conférences, d'autres conférences liées à la e-logistique et au e-commerce, et libre à vous aussi de venir ensuite poser des questions, et j'interrogerai Nicolas sur des thèmes que lui-même a choisis. Avant cela, j'aimerais faire une présentation très courte de vos entreprises, de façon synthétique. Voilà, donc vous êtes 2 entreprises avec un chiffre d'affaires pas si éloigné que ça, 22 et 29 millions d'euros, un chiffre d'affaires logistique et transport, je le précise, et autres services, puisque Patrick Fouillard nous a parlé de relations clients et informatique notamment. Vos effectifs, en revanche, sont assez distants, puisque chez BSL, vous êtes 300. Dans le groupe Logitech, beaucoup moins, 170. Comme Rolf l'a précisé tout à l'heure, la société BSL s'est rattachée à un groupe, le groupe Dimotrans, expert en transport logistique, freight forwarding, si je ne me trompe pas. Opérateur de transport pour un chiffre d'affaires de 350 millions. 350 millions. Patrick Fouillard, vous restez indépendant ? Oui. C'est à vous tout ça ? Pas exactement. Et mes directeurs associés. Nous sommes 5 particuliers propriétaires de l'entreprise. On a eu la BPI qui nous a accompagnés pendant 7 ans et on lui a racheté ses parts l'année dernière. Donc on est redevenu indépendant totalement l'année dernière. Et vous avez un mode de répartition du capital qui est assez original ? Vous pouvez en parler aussi ? Je sais que vos patrons de site ? Oui, les patrons de site possèdent chacun 5% du capital de la filiale qu'ils gèrent. Et ensuite, les directeurs transverses, eux, sont actionnaires directement au niveau de la holding et détiennent à peu près 25% du capital. Très bien, merci. Rolf, vous êtes localisé en Bretagne ? Je parle uniquement de l'entité BSL, pas de Dimotrans. Oui. Uniquement la Bretagne ? Oui, au début, c'était perçu comme, par certains de mes clients, comme je disais, par un handicap. Et aujourd'hui, on arrive à persuader nos prospects et nos clients que c'est un avantage par la qualité du travail fourni. Le lead time en Bretagne pour la France, globalement, aucune différence par rapport à d'autres implantations et d'autres régions françaises. Et puis, c'est un peu l'histoire de la société depuis 22 ans, donc on a fait de la croissance régulièrement. D'accord. Ok, donc très bien. Et enfin, vous êtes tous les deux sur une croissance insolente, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on entend à la télé notamment. Vous êtes loin de la morosité, puisque vous affichez tous les deux. Alors c'est assez amusant parce que j'avais posé les questions aux 2 personnes séparément, elles m'ont donné le même chiffre, donc j'ai demandé des précisions. Allez, pour l'un entre 15 et 20% et l'autre autour de 22%. Donc c'est à peu près la même réponse. Vous êtes au-delà de la moyenne du e-commerce et vous allez nous raconter comment vous développez. Sur le même schéma et à l'instar de ce que vous connaissez du deuxième tour des présidentielles, j'ai choisi 6 thèmes à travers lesquels nos candidats vont se défendre. Alors c'est pas le social, l'immigration, la stratégie européenne, on est loin de tout ça. 6 thèmes que je vais vous présenter et qu'on va ensuite dérouler ensemble. Les thèmes que j'ai sélectionnés pour nos candidats concernent 1. Le marché du e-commerce. Quel est l'avenir pour vous de la logistique externalisée ? Vous avez 2 façons de gérer votre logistique quand vous êtes web marchand. Soit vous la gérez vous-même, soit vous la confiez à un spécialiste et un expert.
On en a deux. On en a deux autres dans la salle. Et j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Quel est l'avenir du marché du e-commerce? Deuxième thème, votre offre commerciale. Alors, votre offre commerciale, c'est un peu votre page de pub. On va l'ouvrir et la refermer. L'objectif n'étant pas de faire de la promotion, mais j'ai envie de savoir, moi, à titre personnel, et j'ai envie de le partager aussi avec vous, quelles sont les attentes aujourd'hui d'un web marchand par rapport à un prestataire logistique et pourquoi ils doivent travailler avec vous et pas un autre. Peut-être on posera aussi cette question à Nicolas Piqueret sous forme de droit de réponse. Ça me semble être le minimum. Troisième thème, innovation. On l'a vu ce matin, j'ai mené un débat, une conférence sur l'innovation. Les deux termes innovation et logistique aujourd'hui demeurent, à mon avis, indissociables. Moi, j'aimerais savoir dans vos entreprises, dans vos groupes, quelles innovations pensez-vous apporter prochainement, soit à court terme, soit à long terme, sur les 10 prochaines années, et pourquoi? Je sais que vous êtes fans tous les deux de mécanisation, de petits robots, donc j'aimerais vous entendre sur le sujet. Quatrième thème, le transport. Alors, transport, c'est un sujet vraiment épineux dans la logistique du e-commerce parce que le transport est sous-traité. Vos clients vous choisissent souvent parce que vous leur présentez une offre logistique et une offre transport. Ils sont très souvent et parfois séduits par la qualité de l'offre transport grâce au prix que vous avez négocié avec vos transporteurs. Seulement, quelles sont vos relations et quel est votre niveau de relation avec les transporteurs? Est-ce qu'elle est contractuelle, saine? Est-ce qu'elle est parfois tordus ou sont-ils tentés parfois d'aller voir vos clients? Vous allez tout nous dire et j'ai besoin d'en savoir plus sur la relation qui vous lie avec vos transporteurs. Cinquième sujet, un sujet très opérationnel. Le e-commerce, c'est souvent un paradoxe entre la mécanisation, on l'a vu ce matin avec les robots qui préparaient les commandes quasiment tout seuls, et la personnalisation, c'est-à-dire que la logistique, c'est souvent la standardisation, la mécanisation. Le e-commerce, c'est souvent la mode et la commande, toutes vraiment différentes. Et à l'intérieur d'un entrepôt, surtout lorsqu'on mutualise plusieurs clients, des typologies d'articles, des typologies de commandes complètement différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut réunir standardisation, mécanisation et personnalisation, un thème qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Et d'après vous, quels sont les modèles et comment viser dans ce cas-là l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire la meilleure performance pour vos clients et j'ai envie de dire l'excellence opérationnelle pour vous, la meilleure rentabilité pour vos activités. Et enfin, un dernier terme qui concerne plus un prestataire externe qui est Amazon. Amazon, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de le présenter, mais ce n'est pas qu'un marchand, c'est aussi un marchand qui est devenu prestataire logistique et qui promet, qui fait la promotion et qui vend à ses clients une offre qu'on appelle Fulfillment by Amazon, qui est tout simplement une externalisation de l'activité, c'est-à-dire en plus de la marketplace, la possibilité de gérer la logistique de leur activité et le transport. Est-ce un concurrent ? Et à partir de là, est-ce une menace pour vous, pour le secteur de la logistique externalisée, ou est-ce une opportunité ? Voilà. Est-ce que le programme vous convient ? C'est parfait. Voilà. Et donc, je vous laisserai intervenir. Première question, et je vais vous interviewer l'un après l'autre, et ensuite vous pourrez discuter ensemble. C'est le mode de fonctionnement. Marché du e-commerce, quel est l'avenir de la logistique externalisée, sachant, comme je le disais tout à l'heure, qu'un marchand est libre de choisir son mode de fonctionnement, pourquoi il vient vous voir, et est-ce que ce marché-là sur lequel vous êtes lancé depuis plusieurs années a de l'avenir ? Est-ce qu'il est en déclin ? Est-ce que vous êtes menacé ? Quel est votre avis ? Je vais commencer par Rolf. Alors, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Merci Franck de nous poser la question. Clairement externalisé, soit parce que il y a effectivement des acteurs majeurs type Amazon dont on a parlé qui vont intégrer verticalement cette fonction et qui vont la proposer quelquefois en forçant un peu la main à certains de nos clients prospects, mais aussi clairement externalisé parce que des acteurs spécialisés comme nous vont avoir des solutions adéquates et vont proposer des solutions adéquates à nos clients en essayant de résoudre du mieux possible la problématique du client, qui est la rentabilité de son affaire. La variation de l'activité, c'est un sujet dont on va parler dans très peu de temps. Il faut rester en face du micro, en fait. Je vais essayer de rester en face. Et aussi, pour un moment donné, essayer de faire face à l'ensemble des innovations que peut proposer le client ou des innovations que nous pouvons lui proposer. Donc, clairement externalisé. Donc, expertise, mutualisation et innovation et rentabilité pour son activité. Et Patrick, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait d'accord. Mais j'ai envie de rajouter même des choses que j'ai découvertes sur le terrain. On a par exemple un client qui faisait du dropshipping pour des commandes monopièces.
Et un jour, il débarque chez nous, il nous dit, voilà, je voudrais vous confier ma logistique. Et je lui dis, mais ça sert à quoi, puisque vous faites du dropshipping? Mais tout simplement parce que vous allez me protéger de mes fournisseurs. Parce que vous ferez jamais mon métier, alors que mes fournisseurs, ils sont en train de se constituer une base client de mes clients. Donc peut-être qu'ils peuvent être tentés de faire directement mon métier. Donc on se retrouve même avec des justifications de l'externalisation auxquelles moi, j'aurais jamais imaginé ça. J'y avais pas pensé. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans le métier ou vous vous sentez menacé? Pas du tout. Il y a l'avenir, il est radieux. Il y a même deux tendances qui font que le marché de l'externalisation logistique e-commerce progresse plus vite que le marché de la logistique e-commerce. Oui. La première tendance, c'est qu'on a de plus en plus de web marchands qui ont débuté dans le B2C et qui commencent maintenant à se constituer une clientèle professionnelle avec des livraisons à la palette. Et là, clairement, quand il s'agit de préparer un colis, on peut le faire dans sa cave ou dans son grenier. Mais quand il s'agit de préparer une palette, là, c'est plus possible. On a besoin d'un prestataire qui maîtrise autant le B2C et le B2B parce qu'on fait du cross-canal. Donc ça va amplifier le phénomène en notre faveur. Donc c'est la complexité que vous rajoutez. C'est-à-dire oui, que l'activité n'est plus juste d'aller atteindre des particuliers, il faut aussi pouvoir atteindre des entreprises. Non, mais c'est surtout que c'est mécanique. C'est que pour soulever une palette, il faut un chariot élévateur. Ouais. Donc quand on commence à se faire du B2B et à développer une clientèle professionnelle, même si ça représente que 5% de son marché, nous on a des clients qui sont arrivés chez nous uniquement par le B2B et puis ils se sont dit tiens finalement c'est pas mal et après on a récupéré 90% du volume qui était celui du B2C. La deuxième tendance c'est que on s'aperçoit qu'il y avait un seuil un peu fatidique pendant des années où un e-commerçant, grosso modo, en dessous de 20 commandes par jour, il faisait sa logistique dans son grenier ou sa cave, et au-dessus, il externalisait. Ce seuil, on le voit descendre. On le voit descendre d'abord avec des acteurs comme Wings, par exemple, qui font de la logistique du premier kilomètre. Alors, nous, on l'a fait avant eux. On s'est dit, on faisait face à des petits clients pour lesquels externaliser sa logistique, c'était anxiogène. Je ne vais plus voir mes produits, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes stocks. Alors, on a bâti une première offre en leur disant écoutez, les web marchands, on a 5 entrepôts, vous pouvez passer chez nous, puis déposer tous les jours vos colis pour profiter de nos coûts de transport. Et puis le deuxième étage de la fusée, ça a été quand vous en aurez marre de vous déplacer après avoir fait vos colis, venez donc juste avec vos produits parce qu'on a de meilleurs prix que vous sur les emballages, on vous met à disposition un atelier, vous préparez vos colis chez vous. Donc en fait, c'est la connaissance du métier, le côté facilitateur que vous apportez. Oui. Et donc pour vous, ça donne de l'espoir, de l'avenir, de la visibilité. C'est un facteur démultiplicateur. Par les petits clients. Ouais. J'aimerais que Nicolas Piqueret nous donne son avis. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce que vous avez entendu, Nicolas? Donc Nicolas Piqueret, un des dirigeants de d'Ispeo. Oui, complètement. Je vais me lever, ça va être plus facile. Oui, je suis entièrement d'accord, je partage. Vous avez bien deux présidentiables à la table. À cela, je rajouterai 2 points qui me semblent importants et qui sont plus une vision de client, très clairement. C'est quand vous êtes sur une logistique interne, vous êtes sur un format, un modèle, un système, un process qui est figé jusqu'à l'étape suivante. Donc vous allez vous retrouver sous-dimensionné, surdimensionné, en tension, jusqu'à ce que vous passiez au modèle suivant. Quand vous êtes avec un prestataire, s'il fait bien son job, et c'est le cas en tout cas pour ce que je vois ici, il va vous accompagner dans cette croissance et il va vous proposer dynamiquement d'évoluer et il va être en capacité de vous accompagner sur cette croissance. Et donc l'avantage à ça, il est résumé en 2 mots, c'est l'énergie. L'énergie de nos clients qui du coup peuvent beaucoup plus se concentrer sur leur métier, sur leur victoire à eux et pas sur celle d'une technique logistique entre guillemets. Et ensuite c'est sur l'utilisation du cash pour lequel on voit bien avec le développement du e-commerce, c'est vraiment une course à la croissance et à la prise de part de marché ou à la renta dans un deuxième temps. Et autant que vous puissiez avoir le maximum de cash disponible pour votre job, pour votre métier et que le prestataire lui fasse la partie qui est un peu plus ingrate pour vous. D'accord, donc c'est la gestion de la croissance, la possibilité de s'étendre à l'infini, c'est ce que j'ai compris. Oui. Donc un accompagnement dans sa croissance. La croissance, c'est l'ADN du e-commerce, pour résumer. Oui. Et ensuite, la possibilité de s'appuyer sur un prestataire. On parle beaucoup de cash. C'est plus économique, je vous pose la question à vous 3, de travailler avec vous que de travailler seul. Je ne sais pas si c'est plus économique, mais la notion de variabilité du prix est un des éléments importants pour nos clients. On l'a souvent dans nos discussions. Donc, d'une certaine façon, le client reporte sur nous ses besoins d'investissement, reporte sur nous ses risques éventuels. À un moment donné, on lui fait payer ses risques éventuels, c'est tout à fait logique et équitable. Mais encore une fois, je crois que le client, il a besoin de se concentrer, c'est suffisamment important, sur son métier, sur l'animation de sur site, sur l'animation de son vrai savoir-faire, créa produit, enfin je ne sais trop quoi. Et il va laisser
en tout cas, nous, on lui conseille de laisser ses activités logistiques qui n'est a priori pas son cœur de métier, ou en tout cas qui ne le sera plus demain, puisque avec une taille croissante, on va évoluer. D'accord. Donc, si je résumais, avenir radieux, de la visibilité, de la croissance liée à l'activité du e-commerce, un métier que vous maîtrisez, que les marchands ne maîtrisent pas, et chacun son job, et donc vous voyez les choses de façon plutôt positive. Nicolas, pour conclure sur cette question. Oui, complètement. On a fait faire une étude, réaliser une étude l'année dernière où il y avait en gros, si on met Amazon de côté, 80% des clients qui sont encore en logistique intégrée. Internalisé, oui, c'est pour ça que je pose la question. Donc du coup, on a un potentiel qui est important, et on a aussi un point d'inflexion qui était l'année dernière sur en fait une baisse de 3 années sur lesquelles il y a eu plutôt de la réintégration. Oui. Et là, il y a une stabilité. Maintenant, on retourne vers de l'externalisation. D'accord. Voilà, donc, on est très, très confiant. Parfait, merci. Alors justement, je voudrais qu'on rentre plus en détail dans l'offre. On a dit que là, l'externalisation avait le vent en poupe. Mais alors, que viennent chercher vos clients ? J'aimerais qu'on rentre dans votre offre commerciale. Quelles sont donc en 2 mots les attentes de vos e-marchands ? Vous avez déjà effleuré le sujet. Question très, 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 je dirais, personnelle, il va falloir vous défendre. Pourquoi, si j'étais un e-marchand, j'irais plutôt chez BSL ou j'irais plutôt chez L'Occitec ? Rolf ? Que viennent chercher vos clients quand ils rentrent chez BSL ? Ne dites pas que c'est à moi de répondre, parce que je vous ai parfois choisi pour certains de mes clients. Donc je pourrais répondre, mais j'ai envie que ce soit vous. Alors, je crois que clairement, les raisons sont multiples, mais ça démarre souvent par l'attente que le client a et l'écoute de cette attente que nous, je m'efforce en tout cas avec mes forces commerciales de développer cette écoute et cette attente, parce que tout part de là. À un moment donné, le client, on va pas lui vendre quelque chose dont il ne veut pas. Par contre, en écoutant ses besoins et en faisant des parallèles avec d'autres activités vécues pour d'autres clients, on arrive à lui proposer des éléments intéressants pour lui. Donc clairement, cette attente, la réponse bien évidemment à ses besoins, mais aussi le titiller à travers des expériences que l'on a fait avec d'autres clients pour lui amener quelque chose de différent. Donc l'expertise, dans ce schéma de partage, expertise et partage. Ok, donc vous dites expert, et c'est ce qui vous permet de bien vendre. Oui. D'accord. Il n'y a pas une réponse économique derrière tout ça aussi ? Alors, la réponse économique, on l'a à 2 niveaux. Alors, Nicolas a évoqué à un moment donné la notion de rentabilité. Il faut quand même savoir que beaucoup de sites internet en France, ailleurs aussi, ne sont pas rentables. Donc pour nous, c'est une problématique. Vous avez un client qui n'est pas rentable, à un moment donné, vous vous dites quand même que je le surveille de très près. À l'inverse, je me suis efforcé depuis toujours, et c'est un élément majeur, qu'on doit expliquer à nos prospects, à nos clients, de faire de la logistique, et Franck, je précise, je parle bien de la logistique et non pas de l'ensemble logistique et transport, une activité rentable pour BSL. Donc c'est une discussion que l'on a souvent avec le client, qu'il comprend. Alors des fois on explique longtemps, je vous l'accorde, mais c'est un élément important, c'est notre cœur de métier. Il me semble que vis-à-vis de notre prospect, de notre client, c'est une transparence nécessaire et importante. D'accord. Patrick Foyard, dans le groupe L'Occitec, qu'est-ce que vous proposez pour être le meilleur, et pourquoi un e-commerçant devrait-il vous choisir ? Alors, je veux bien répondre à cette question, mais à condition que Rolf sorte de la pièce, parce que je vais pas dévoiler mes secrets de fabrication devant mon concurrent. Nicolas Piqueret aussi doit sortir. Oui, il y a Nicolas aussi, donc messieurs. Il y a aussi Bertrand de Célog qui est là-bas. Enfin, il y a quelques-uns, j'en vois quelques-uns qui sont venus vous écouter. Hein. Non, alors. Sinon on continue dehors, on laisse, il va se passer des choses. Moi j'aime bien l'harmonie, vous savez, j'ai fait partie de vos... J'étais à votre place à un moment, vous le savez, et j'avais envie qu'on se parle. C'était un doux rêve, et dans les salons on se parlait pas, on était à se regarder de travers, etc. Mais je suis très heureux de ce moment avec vous. Alors, ça vous a laissé le temps de réfléchir plutôt que de me dire ce que vous venez de me dire. Bon, non, mais plus sérieusement, quand on fait un petit sondage un petit peu auprès de nos clients, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez nous ? Alors, il y a d'abord un paradoxe, il y en a certains qui sont venus chercher chez nous le fait que nous ne sommes pas des... En Bretagne, vous n'êtes pas en Bretagne déjà. Nous ne sommes pas des pure players du e-commerce, puisque c'est qu'un tiers de notre activité, puisque le deuxième tiers c'est la logistique marketing et le troisième la logistique. Restons sur l'activité e-commerce, Patrick. Pourquoi un web marchand vient chez vous ? Tout simplement parce que déjà nous on peut lisser les activités avec nos autres activités. On n'est pas étranglé par les pointes de fin d'année, puisque nos autres activités nous font travailler sur d'autres périodes de l'année. Ensuite, nos autres activités nous ont conféré une expertise en B2B qui intéresse évidemment nos clients marchands qui veulent créer une clientèle commerciale. On sait aussi bien une clientèle professionnelle, pardon. On sait aussi bien livrer en ship from store les réseaux de points de vente de nos clients et leurs clients particuliers. Quand on doit livrer en point relais
un particulier d'un de nos clients, on le géolocalise et si on s'aperçoit qu'il habite plus près d'un point de vente du client en question que du point relais, et bien on fait livrer son colis dans le point de vente et on crée du trafic. Comme ça, bon, c'est un de nos petits trucs métiers. Notre on a une deuxième force, je crois, qui intéresse, c'est on a une certaine capacité, enfin c'est un peu dans notre manière de travailler, à étendre les cycles logistiques sur lesquels on travaille. Par exemple, en amont, on va faire de la différenciation retardée. On a un client qui nous fait livrer des filtres. Et ben un jour, on lui a dit arrêtez de nous livrer des filtres qui sont prédécoupés, livrez-nous directement les rouleaux et puis on va investir dans la machine à découper et on va faire la découpe à la demande. Comme ça, vous gagnez énormément en délai, en réactivité, puis vous réduisez vos stocks. On est capable de paramétrer des téléphones, des objets connectés avant de les expédier. Comme ça, quand Monsieur Dupont reçoit sa télécommande de portail, il appuie et ça lui ouvre son portail et pas celui du voisin. Donc des services à valeur ajoutée qui vont au-delà de ce que le client vous demande. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui... Et une possibilité de lisser l'activité, de ne pas trop souffrir. Vous pensez qu'on souffre chez BSL au moment de Noël, du coup ? Oui, c'est affreux. C'est affreux ? Oui, évidemment. Comment vous gérez les pics d'activité de fin d'année, Rolf ? Paraît-il que c'est affreux. Affreux. On aime bien souffrir en Bretagne, Patrick, merci. Non, là encore, mais merci. Enfin, on fait ça sur un ton assez amical. Il faut savoir, je parlais avant des variations d'activité, les variations d'activité que maintenant tout le monde connaît. Effectivement, c'est le Black Friday, Cyber Monday, tous ces éléments-là. Mais les variations d'activité existent depuis toujours, existent depuis que la logistique existe. Nous, on a la chance d'avoir démarré avec des gens qui font du print. Pour les gens qui ne savent pas comment ça s'appelait à l'époque, c'était de la VPC. Des variations d'activité, on en a toujours connues. Donc, pour développer et rester en phase avec les KPI que l'on a vis-à-vis de nos clients, il faut développer déjà de l'information, de la mutualisation de l'information avec le client. Donc, ça se partage plusieurs mois en avance, les périodes de forte activité. Moi, je ne suis pas magicien. Aujourd'hui, à lundi, je ne sais pas expédier 10 fois plus de colis. Si ce n'est pas partagé, je ne sais pas faire. Et après, encore une fois, on est plutôt adepte de mécanisation, de réflexion autour d'innovation et de robotisation, mais il ne faut pas oublier que notre métier à nous, c'est avant tout, nous sommes une entreprise de main-d'œuvre, donc les adaptations des capacités de prépa se font par des adaptations de capacités de main-d'œuvre. La Bretagne est un des éléments non négligeables dans cette capacité d'adaptation. Et est-ce que vous êtes toute la semaine toujours aussi bon, ou est-ce que vous souffrez plus le lundi, par exemple ? Alors, comment vous gérez ce pic du coup, Patrick, je vous poserai la question après du pic du lundi. Quand on en avait marre d'avoir la tête dedans, le lundi, on a commencé à travailler le dimanche. Donc c'est une des solutions qu'on apporte à nos clients. Donc il est clair là aussi, mais ça va avec l'histoire. Et d'ailleurs, il faudrait se poser la question si on doit aller toujours plus loin, mais c'est un autre débat. Mais il est clair qu'avec nos clients aujourd'hui, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, donc pour essayer de réguler ces pics qui sont des pics inhérents à nos modes de fonctionnement et à nos activités de nos clients. Patrick, sur le lundi ? Sur le pic du lundi, le pic du lundi, on le subit comme tout le monde, mais on essaye d'être malin. Par exemple, on a beaucoup de reverse logistique, et sauf le lundi. Donc le lundi, les équipes qui s'occupent des traitements de retour basculent sur la gestion des expéditions. Ensuite, avec les clients cross-canal, je prends l'exemple d'SFR, on ne livre pas d'espace SFR le lundi. Ils nous libèrent, on s'est mis d'accord, donc ils nous libèrent de flux de commandes. Donc évidemment, il y a des jours précis de livraison des points de vente, et on allège considérablement, avec l'accord de nos clients, la livraison B2B des points de vente, du réseau de points de vente le lundi, pour pouvoir reporter l'effort sur le B2C. Voilà, donc on essaye de s'adapter, mais ça se fait en bonne intelligence avec les clients. D'accord, merci. D'où l'intérêt pour nous d'être cross-canal et de travailler à la fois le B2B et le B2C de nos clients. Parfait. J'aimerais qu'on s'arrête à présent sur certaines composantes de vos offres, les opérations logistiques notamment, ou d'ailleurs autres. On va parler d'innovation. L'innovation fait partie de la logistique, on est bien d'accord, on est en mouvement permanent. L'innovation peut coûter cher aussi, parce que ça peut représenter des investissements, comme ça peut être juste le petit truc qui vous permet de faire des économies, d'aller plus vite, de mieux emballer, de mieux livrer ou autre. Où en êtes-vous sur la partie innovation ? Est-ce que vous êtes resté sur les mêmes standards qu'il y a 10 ou 15 ans ? Ou est-ce que vous avez modifié structurellement vos entrepôts en ajoutant des choses nouvelles ? Et à partir de là, j'aimerais savoir vers quoi vous dirigez sur les 10 prochaines années en termes de nouveautés de production. Rolf, pour commencer. En plus, je sais que vous êtes un fan de robotisation.
En vrai, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Alors je dis souvent que notre métier, finalement, ce que l'on fait aujourd'hui en 2019, finalement on le faisait déjà en 97, parce que on ramasse des produits, on les met dans les colis, et puis finalement on essaie de faire le moins d'erreurs possible pour l'amener vers le client final, vers le consommateur final. En fait, il y a quand même eu un changement majeur, et je pense que demain l'innovation va encore aller plus dans ce sens-là, c'est que l'information dont a besoin, le consommateur final dont a besoin notre client n'existait pas ou n'avait pas besoin d'exister il y a 20 ans. Donc clairement, la notion d'innovation, pour moi, elle tourne beaucoup autour de l'information que l'on détient, que l'on partage, parce que ça tient beaucoup à ça, et que l'on met à disposition du client final. De façon très concrète, c'est-à-dire, on parle de quoi? De traçabilité par exemple? On parle de traçabilité clairement. À un moment donné, quand on expédie un colis il y a 10 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, le client n'avait pas l'information de savoir quand son colis est arrivé, où son colis est arrivé, il y a moins de solutions. Aujourd'hui, c'est une des bases de nos outils. Clairement, on ne savait pas quel était réellement le contenu à l'intérieur du colis. Aujourd'hui, on fournit en avance des numéros de série sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est clairement la maîtrise de l'information là qui va amener encore plus d'innovation dans cette approche-là. D'accord, donc et puis, la maîtrise de l'info. Et puis il y a probablement une deuxième innovation, mais qui est plus interne à nos activités de logisticiens. C'est un peu tout ce qui tourne autour de nos personnels. Je disais avant que nos métiers, enfin notre entreprise est une entreprise de main-d'œuvre. Il faut aussi que les innovations de demain soient bénéfiques pour nos personnels, pour que demain ils soient encore plus efficaces dans un meilleur bien-être qu'ils ont pu l'être il y a 5 ans, qu'ils ont pu l'être encore hier, mais que demain on s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Patrick, innovation et l'Oxitec, ça fait bon ménage chez vous? Il y a tellement de sujets. Chez vous aussi, vous êtes passionné de. Il y a tellement de sujets qui nous passionnent avec l'équipe que ça va être difficile d'en sélectionner, mais il y en a deux dont j'aimerais vous parler. Il y en a un, on part d'un constat qui nous interpelle, c'est qu'aujourd'hui, 5% de ce qui rentre à l'intérieur d'un logement vient du e-commerce, et 95% ça vient de la grande distrib, les achats, les courses qu'on fait, etc. Grosso modo, on fait tous entre 10 et 20 achats sur Internet par an. Par contre, les courses, on va les faire tous les jours. Or, on sait que s'il y a encore 5% qui glissent de la grande distribution sur le e-commerce, on va saturer les centres-villes. Ça va plus fonctionner, on pourra plus livrer. Et donc, nous, on s'est posé la question, comment on peut s'adapter à ça? Et on a décidé de se lancer sur un projet qu'on a baptisé Voisin Relais. On a créé une start-up et on s'est dit, on va proposer, au lieu de proposer comme nos partenaires transporteurs des réseaux de points relais de 6 000 ou 7 000 points, on va proposer un réseau de 60 000 points. Et on va créer un réseau communautaire de particuliers qui recevraient chez eux les colis commandés sur Internet par leurs voisins de quartier. Et avec ce modèle, on aura trois business models. Le premier, c'est un particulier qui, pour X raisons, n'est jamais chez lui avant 20h. Ça doit être le cas de pas mal de gens dans cette salle. Et puis ça le saoule d'aller au bureau de poste le samedi. Donc il va mandater un voisin relais, puis il va le rémunérer pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre idée, ce sont les particuliers qui reçoivent les colis? Ça, c'est le premier business model. C'est le particulier qui paye, qui mandate un autre particulier pour lui servir de point relais. Évidemment, après, il y a deux options. C'est soit il va chercher chez son voisin, donc c'est moins cher, soit il demande à son voisin de le livrer. Et comme les livraisons se feront à pied, on pourra garantir la livraison au quart d'heure près, jusqu'à 22h, et en plus, ça créera du lien social, et puis ça sera un peu écolo. Le deuxième business model, ça sera le même réseau, mais pour les transporteurs. C'est-à-dire que vous avez 3 fois sur 10 les transporteurs qui trouvent porte close quand ils font une livraison. Au lieu de remettre en livraison le lendemain, ils se géolocaliseront sur leur appli. Ils trouveront le voisin relais qui est lui-même géolocalisé à domicile, parce que s'il n'est pas chez lui, ça ne sert à rien. Ils se mettront en relation, le voisin relais descendra et puis récupérera le colis. Et là, c'est le transporteur qui payera pour que le colis qu'il n'a pas pu livrer soit finalement livré entre 20h et 22h par le voisin relais. Et le troisième business model, c'est les web marchands, quand ça les intéressera, qui pourront, dans leur liste de transports possibles, Chronopost, Colissimo, ils pourront rajouter voisin relais pour offrir eux-mêmes directement le service. Donc ça, c'est une innovation qu'on espère pouvoir mettre en route rapidement, sans attendre les 10 prochaines années, parce que c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Puis sinon, il y a une deuxième tendance qui nous marque beaucoup. Nous, on est très, très impliqués sur tout ce qui est objets connectés, produits high-tech.
Et c'est clair que c'est un domaine qui va être révolutionné par deux tendances. La première, c'est la réparabilité des produits. De plus en plus, il faudra qu'ils soient réparables parce que c'est ce que les clients attendront et les consommateurs aussi. Et la deuxième, c'est l'émergence des modes locatifs. Aujourd'hui, on n'achète pas de trottinette, on la loue. Bientôt, on louera sa voiture et puis on louera aussi sa machine à laver, etc. Et ça, pour nous logisticiens, ça va être une révolution parce que dans notre métier aujourd'hui, quand on a fermé la porte du camion, quand on a expédié un colis, c'est fini, quoi. Il sort de notre vie. Alors que là, on va récupérer des produits une fois, 2 fois, 3 fois, et on va gérer des parcs de matériel sur plusieurs années. Il faudra qu'on connaisse l'étendue du parc qu'on gère pour nos clients. Et puis il faudra évidemment qu'on ait une grosse expertise SAV, réparabilité, reverse logistique. Donc en fait, nous pensons que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir convergence entre la logistique et la reverse logistique. Il faudra qu'on mette tout ça sous le même toit. Donc c'est vraiment les deux grandes innovations sur lesquelles nous on travaille. Et en tout cas, on essaye de se préparer. Rolf, un commentaire Je suis un peu mal placé puisque on fait beaucoup de biens de consommation, produits textiles et chaussures. Alors, et cosmétiques. Et cosmétiques. Non, c'est sous forme de boutade. Mais clairement, je me mal réparer un rouge à lèvres pour mesdames, mais pourquoi pas. Mais clairement, je suis d'accord avec Patrick sur ces sujets de notions d'évolution de consommation globalement de nous tous, et qu'à un moment donné, la logistique autour de tout ça, elle risque d'être concernée. Et donc c'est un bon exemple qu'il a cité. Donc c'est une évolution des métiers qui va être liée à l'évolution des modes de consommation. La reverse logistique a toujours été, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, comme une variable d'ajustement. Elle a souvent été maltraitée par les prestataires logistiques, comme elle a été maltraitée par les transporteurs. Il n'y a aucun transporteur qui s'engage aujourd'hui sur des délais de retour, par exemple, ce qui est inadmissible, puisque vous financez ces retours très souvent par les flux allés, où vos clients, lorsqu'ils veulent retourner un produit, payent eux-mêmes le prix du retour, enfin un colis retour, et le payent même très cher. Est-ce que, si j'écoute Patrick, la reverse va devenir un levier hyper important dans le développement de l'activité des logisticiens ? C'est surtout que les retours ne coûteront plus rien parce que c'est les mêmes tournées de livraison que si vous travaillez avec... On travaille avec des startups comme Urbans ou PAC qui nous permettent d'organiser maintenant des tournées de livraison dans lesquelles on mutualise la livraison et la récupération. Voire même on fait des opérations de swap. Ouais, alors je pensais aux transporteurs plus traditionnels qui ne sont pas du tout encore à ce niveau-là et dont les performances sur les retours sont loin d'être performances sur les flux allés. On parlera des transporteurs tout à l'heure. On va en parler des transporteurs. S'adaptent. Je sais pas si la logistique de la reverse logistique a été maltraitée. Je pense qu'elle a été mal comprise par le client final parce que le vendeur lui a mal expliqué. Enfin, vous connaissez tous les dispositions, que ce soit d'Amazon ou d'autres logisticiens, Zalando, qui proposaient tout gratuitement. Donc à un moment donné, la limite du système, elle tourne quand même autour de ça. Et puis, à un moment donné, les dispositions gouvernementales par rapport justement à ces dérives du traitement des retours ont, je pense aussi, amené une amélioration, une standardisation de qualité de service par rapport à ça. Donc, c'est un vrai plus. Alors de là à ce que ce soit magique, c'est un autre sujet, mais il y a eu de l'amélioration là-dessus. D'accord. Ok. Bon, on va en parler des transporteurs justement. Dans vos activités, alors vous êtes... Ah oui, alors oui, je t'ai pas vu. Nicolas Picret qui avait un petit mot à rajouter là-dessus. Oui, juste un petit mot à rajouter. Moi, je pense que... Sur le transport, la reverse ou l'innovation logistique ? Sur les innovations, je pense qu'on innovation va logistique. voir, à Vision 10 ans, on va voir 2 autres types d'innovations qui vont être la première qui va être liée à tout le traitement et l'expertise sur la data, qui va nous permettre à nous d'avoir plus d'anticipation pour nous organiser et prévoir donc les consommations à venir. On connaît tous les week-ends pluvieux ou les week-ends de beau temps ou qui ont un impact, sauf en Bretagne effectivement, qui ont un impact sur la consommation. Mais ça, très sérieusement, on n'arrive pas encore à l'anticiper, mais on voit les effets arriver, mais on n'a pas encore assez d'anticipation là-dessus pour bien nous organiser vraiment à 100% et d'une manière très optimisée. Donc ça, je pense que ça va être un point important. Et le deuxième, à mon sens, qui va être aussi un point dans les 10 prochaines années, c'est vraiment le fait de pouvoir combiner des expertises techno, donc sur non pas une mécanisation, c'est-à-dire que je n'ai pas un client qui est sur un flux sur une méca, mais de pouvoir répartir en fonction de ces articles, des profils de commande, des profils marchands, de pouvoir répartir dans différents systèmes au sein d'un même site logistique des portions de commandes pour les agréger à la fin et les expédier. Voilà. Absolument. Ça, je pense que ça va être une évolution qui va être assez intéressante dans les 10 années. Ok. Et puis, par la force des choses, vous serez obligé d'innover en matière d'emballage. C'est assez évident. Avec
compte tenu du vide que vous transportez aujourd'hui dans vos colis. On verra, on en a parlé ce matin, on va voir. Alors justement, on va parler transport. Vous êtes, si je ne me trompe pas, tous les deux commissionnaires transport, n'est-ce pas ? Votre offre commerciale intègre un catalogue d'offres transport avec des grilles tarifaires qui complètent votre offre de prestations logistiques. On est bien d'accord ? Exact. On est d'accord, Patrick ? Oui, tout à fait. Ok, vos clients vous choisissent aussi parce que vos offres sont plus avantageuses d'un point de vue tarifaire, puisque vous mutualisez des flux et donc vos prix sont plus intéressants. Financièrement, vous mutualisez des flux d'achat, vous revendez ce transport et vous en faites profiter vos clients. Moi, je me pose une question. Quelle est la place du transport dans votre chaîne de valeur ? Je vais faire avancer le document. Comment vous choisissez vos transporteurs ? Avec quels transporteurs travaillez-vous et pour quelles raisons ? Et enfin, lorsque vous revendez le transport, est-ce que vous margez ? Est-ce que vous gagnez de l'argent entre les prix d'achat et les prix de vente à vos clients ? Alors, vous pouvez commencer par la première question, parce que la dernière, je pense que vous avez besoin de réfléchir. Sinon, je réponds à votre place, attention. Sur la première question, je voudrais juste m'insurger un petit peu en faux. On essaye d'avoir des prix intéressants, mais il est évident que par rapport à nos très grands concurrents qui expédient 1 ou 2 zéros de plus que nous, les transporteurs leur donnent des conditions autrement plus intéressantes. Donc Dieu merci, on ne survit pas grâce à nos prix transport. Nos clients trouvent autre chose chez nous. Est-ce que vous êtes... Et je pense qu'effectivement le client cherche une optimisation économique dans le transport, mais on s'est aperçu depuis beaucoup de temps maintenant qu'il cherche avant tout à trouver quelque chose qui convienne le mieux aux besoins de ses clients. Donc ça passe par du lead time, ça passe quelquefois par du rendu chez le client final. Donc c'est pas que le prix. C'est un ensemble de services. Non, c'est pour ça que je vous posais la question, comment vous choisissez d'abord vos transporteurs ? Et notre mission, et c'est pour ça qu'on a quelques partenaires transport là, et notre mission consiste à conseiller le client. Alors on ne va pas décider pour le client, mais c'est de conseiller le client. Oui. Donc la difficulté, elle tourne autour de ça. Donc vous avez une partie de conseil, Patrick ? Oui, mais bien sûr. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez notre démarche. SFR ou pas SFR ? Non, je ne citerai pas de nom. On a gagné un appel d'offres contre un très grand concurrent. Et à la fin, le directeur des achats nous a convoqués en nous disant écoutez, vous êtes plébiscité par les opérationnels, mais moi je mets mon veto parce que vous êtes un peu plus cher que le gros à cause du transport. Alors je lui dis de me montrer les prix, il me les montre, je dis non, je suis moins cher. Non, vous êtes plus cher puisque tout compris, vous me coûtez, j'avais plus les chiffres en tête, 5 €. Lui, il avait comparé de grille à grille. Il coûte 4,90 €, donc vous alignez, vous avez le marché. Bon, le problème c'est qu'en face il y avait 2 millions de commandes, donc à 10 centimes la commande d'écart, ça finit par faire. Je dis non, je suis moins cher. Non, vous êtes plus cher. Non, je suis moins cher, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez confier 1000 commandes à mon concurrent, il va vous facturer 1100 fois 4,90. Moi, je vais vous facturer 1000 fois 5. Il me dit, ah bon ? Et pourquoi est-ce que... Alors moi, je comprends pourquoi vous me facturez 1000 fois 5 €, mais pourquoi lui, il me facturerait 1100 fois ? Je lui dis, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous livrez des particuliers à domicile, vous avez 30% de gens qui ne sont pas chez eux dans la journée. Donc vous allez vous retrouver avec 30% d'instances dans les bureaux de poste, dans les points relais. Et statistiquement, et je vous expliquerai après comment je le sais, il y a un tiers des gens qui ne vont pas chercher leur colis parce qu'ils ne reçoivent pas d'avis de passage, de notification, le numéro de téléphone n'était pas bon, ils n'ont pas lu le SMS, etc. Donc vous avez mécaniquement 10%, et c'est à peu près le taux de retour qu'on a sur le e-commerce, vous avez donc 10% de colis qui vont mécaniquement revenir chez vous. Alors il me dit oui, mais le retour est gratuit. Je lui dis bien sûr que le retour est gratuit, mais en attendant, vous avez un client qui est insatisfait, qui attend toujours sa commande, et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais lui dire de renvoyer, et le renvoi. Il va pas vous le facturer, il est gratuit. Non, il va me... Ok, donc 1000 clients égale 1100 renvois. D'accord. Ok, mais comment chez vous ça va faire que 1000 ? J'ai dit parce que nous on a notre propre call center en interne. Nous on considère pas que le boulot est terminé quand on a fermé la porte du camion. On a tout simplement, on marque à la culotte tous les colis qu'on livre. On détecte tous ceux qui sont en instance. Pendant 5 jours, on fait rien. Oui. On laisse un nettoyage naturel se faire. Et au bout de 5 jours, on appelle tous les destinataires. Et c'est comme ça qu'une fois sur 3, les gens nous disent « mais j'étais pas au courant ». Donc ça, Patrick, et on leur donne l'info et ils vont chercher et on effondre les taux de retour. Ça, c'est la façon dont vous gérez, vous, la fonction transport. C'est-à-dire que vous allez très loin dans la gestion du colis. Ça permet d'être quand même compétitif en ayant des conditions d'achat moins intéressantes que les gros. Je vais vous poser la question, comment vous choisissez vos transporteurs aujourd'hui ? Est-ce que vous travaillez avec les mêmes transporteurs, déjà ? Je pense que vous en avez en commun. Et sinon, comment vous les avez sélectionnés ? Donc, est-ce que vous travaillez, par exemple, tous les deux ? Je vais vous aider avec Colissimo. Oui.
Oui. Est-ce que vous travaillez tous les deux avec Chronopost? Oui. Est-ce que vous travaillez tous les deux avec FedEx? Non. Oui. Donc déjà, vous avez une différence. Alors, si vous travaillez avec FedEx, comment est-ce que vous faites pour l'international, l'Express international chez On BSL? utilise des confrères à FedEx. Des confrères à FedEx. Et comment vous avez choisi donc FedEx par rapport à UPS? Quels ont été vos critères? En fait, à aujourd'hui, on est sur un panel d'environ 20 transporteurs que l'on peut proposer en fonction des besoins du client à nos différents clients. Et ces 20 transporteurs, c'est pas juste 20 solutions de transport, puisque globalement, ça se décompose en 80 solutions de transport. Alors certains diront, ça commence à faire beaucoup, parce que comment on va faire le tri là-dedans? 80 niveaux de service, c'est ça? 80 niveaux de service, 80 solutions fines. Et donc finalement, on s'aperçoit que c'est globalement quand même les différentes solutions nécessaires pour satisfaire les clients qui sont à un moment donné tous différents, mais pour les satisfaire soit par des services attendus différents, soit par des destinations différentes, puisqu'aujourd'hui on livre globalement le monde entier. Donc c'est quelque part une de nos responsabilités qu'il faut que l'on développe pour réussir à penser, en tout cas proposer le meilleur service. Donc à un moment donné, ça demande à ramener beaucoup de compétences autour de ces solutions nécessaires. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur nos prestataires de transport. Sans eux, nous ne ferions rien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions mises au point, XTMS que nous utilisons, à un moment donné, nous permettent d'être plus proches des performances de nos partenaires transporteurs. Ça permet aussi de temps en temps de rétablir un peu de vérité, un peu à la façon de mon confrère Patrick. Mais c'est un élément important et c'est un élément qui sécurise nos clients, et dans nos discussions autour de cette notion de transport, elle est importante. Donc le choix du transporteur est souvent guidé par le choix que nous devons proposer aux clients finaux. En termes de niveau de service. En termes de notamment. niveau de service. Alors moi j'ai une question supplémentaire à laquelle Nicolas ne va pas participer, j'expliquerai après pourquoi. Est-ce que le e-commerce peut vivre sans la poste? Aujourd'hui, d'après vous, d'après les offres que vous connaissez, vous êtes expert sur le sujet puisque vous travaillez avec un certain nombre de transporteurs. Moi, j'ai une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Je pourrais même vous donner mon avis si vous voulez après. Est-ce que le e-commerce peut vivre sans Colissimo? Quand Voisin Relais aura 90% de part de marché, il n'y aura aucun problème. D'accord. Est-ce que c'est la seule réponse, Jean-Pierre? Est-ce que vous avez... Rolf? Alors, sans évoquer des solutions alternatives dont on parlera peut-être. Non, clairement non. Après, c'est une situation que l'on ne maîtrise malheureusement pas complètement. Aujourd'hui, le groupe La Poste au sens large est un acteur majeur qui fait très bien son travail, soyons clairs sur le sujet. Mais c'est un acteur qui reste majeur, qui reste pour certains monopolistique. Alors, est-ce qu'il faut évoquer le mot? J'en sais fichtrement rien. Mais en France, La Poste est un des acteurs importants, comme le sont d'autres acteurs dans d'autres pays. Donc à un moment donné, on repose sur des activités majeures, même si Amazon demain, même si plein d'autres intégrateurs verticaux se mettent à faire de la distribution, on aura, quoi qu'il arrive, pour une quinzaine, une vingtaine d'années, des acteurs majeurs et des acteurs leaders dans chaque pays. D'accord, mais Amazon est en train de réfléchir sur le sujet. Vous pensez que on peut Non, Amazon va le faire. Ils sont en train de le faire aux États-Unis. FedEx a divorcé avec Amazon aux États-Unis. Et c'est qu'une question de temps. Ils vont le faire et ils peuvent tuer la Poste. D'accord, on va revenir. Mais on sera confronté là aussi, comme nous on peut l'être dans nos différents métiers, on sera confronté à un moment donné à des phénomènes de volume et à des phénomènes de variation de volume. Et au risque de ne pas satisfaire le client final, je ne pense pas qu'il y aura un seul acteur qui va essayer de tout faire. Donc il y aura une combinaison des différents éléments. C'est pour ça que les acteurs historiques resteront. Ok. Moi, je pense que oui. Je vous répondrai. Vous verrez un article que je sortirai qui s'appelle le e-commerce sans Colissimo. Mais ça aurait été intéressant qu'on parle de la responsabilité de la Poste dans son propre sabordage. Si vous accordez à Amazon les meilleures conditions sous prétexte qu'ils ont le meilleur trafic, il ne faut pas s'étonner, comme c'est eux qui transportent le plus de vide, qu'ils se retrouvent avec des notions de poids volumétrique qui sont catastrophiques et que maintenant ils essayent de reporter sur les autres clients alors que le vrai coupable c'est Amazon. Ok. On va en parler d'Amazon justement comme concurrent, prestataire. Juste avant, un dernier point. Le e-commerce a cette richesse, on en parlait tout à l'heure, d'engorger beaucoup de volume et donc de pousser les prestataires à la mécanisation, à la standardisation, justement pour absorber ces volumes et puis être plus rentable. Et parallèlement, vous avez des prestataires dans le luxe ou la mode qui, eux,
sont complètement à l'opposé, qui souhaitent que leur colis soit aussi personnalisé qu'un colis en magasin, et donc qui vous demandent d'y apporter le plus grand soin, comme une vendeuse le ferait avant de remettre son colis à un client, avec l'emballage cadeau, le papier de soie, la petite carte de remerciement, les échantillons et autres. Et donc on a deux phénomènes qui s'opposent, mécanisation à outrance et personnalisation. Quel est votre avis sur l'avenir des opérations sur ce sujet? Est-ce qu'on se dirige vers plus de mécanisation, plus de personnalisation, ou est-ce qu'on est sur un système dual qui va se poursuivre? Rolf en premier. Clairement dual. En fait, on est guidé dans nos approches de traitement par deux choses. Je suis désolé, c'est un peu notre dada. L'analyse des portefeuilles de commandes, parce que tout part de là, toute approche que l'on peut avoir dans nos organisations vis-à-vis de nos clients partent de là, et on s'aperçoit que tous les modèles, à un moment donné, coexistent. Et puis, encore une fois, la notion d'équilibre financier qui est importante. Il est évident que si, à un moment donné, vous avez un client qui va faire 1 million ou plus d'1 million de colis, la notion de mécanisation va à tout son sens, et on va évidemment aller dans ce sens-là pour le client final. Mais il est clair que pour des clients de taille plus modeste, cette notion de mécanisation ne se justifie pas. Comme la notion d'automatisation ne se justifie pas forcément. Là aussi, l'analyse des portefeuilles de commandes montre qu'il y a des automatisations intéressantes qui améliorent du délai, qui améliorent de la qualité, et puis il y a des automatisations qu'il ne faut surtout pas faire. Donc difficile en fait d'arbitrer. Il y a X modèles. Il y a X modèles chez X clients, et voilà. Quand on multiplie les process, on ne peut plus. Donc plus de plus en plus de personnalisation. Par certains côtés, ça peut être un frein à la mutualisation. Tout à fait d'accord. Des moyens. D'accord. Patrick, c'est un vrai sujet qui est compliqué. J'ai envie de faire une boutade en disant il faut qu'on personnalise la mécanisation. C'est facile, mais derrière, il y a une vraie réalité qui est économique. C'est que nous, on s'est forgé une opinion qui est que la logistique d'un web marchand, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit absolument parfaitement adaptée à son produit, à sa typologie de commande. Des fois, on peut perdre 1 seconde par commande sur une simple question de hauteur d'un convoyeur ou d'inclinaison d'un gravitaire. Et quand on fait 10 000 commandes dans la journée pour le même client, ça finit par faire un paquet d'heures de travail. Donc il faut vraiment adapter la méca. Le problème, c'est que un client en dessous de, 3-4 000 commandes par jour, on ne peut pas lui monter une unité méca pour lui tout seul, parce qu'il ne va pas la rentabiliser, il ne va pas l'occuper. Donc il y a un premier niveau de clients pour lesquels on peut monter des unités, vraiment spécialisées. Puis un deuxième niveau où nous, on essaye de mutualiser 3-4 clients sur une même unité, parce qu'ils ont vraiment une typologie de commandes analogues. Mais ça nécessite d'être malin. Alors, je suis pas actionnaire chez mes prestataires, mais nous, on a fait très tôt le choix de 2 prestataires pour nous assister. Un prestataire en méca, alors comme ils sont tous les 2 exposants ici, je peux en parler. Donc un prestataire en méca qui est Boa Concept, et un autre pour notre WMS qui est BK System. Et on leur a demandé dès le départ de vraiment nous aider à faire évoluer notre méca en permanence. Et on a deux chaînes méca, et en ce moment même, les équipes de Boa interviennent. Ça doit être, la 7e ou la 8e fois qu'on leur demande de modifier les chaînes. Alors, rallonger des gares, en supprimer d'autres, changer des tris, etc. Enfin, on va même tester des trucs invraisemblables, comme par exemple un brin de tri transport pour séparer les chronos et les colissimo à la fin. Et quand le client lance une activité professionnelle, B2B, on transforme le brin transport en brin par point de vente. Donc là, c'est le point de vente Montauban, là c'est Toulouse, etc. Voilà. Donc on essaye comme ça d'être malin, et on est aidé par nos 2 prestataires qui sont très très agiles et qui nous apportent cette souplesse. Des fois on est un peu emmerdant, mais ils sont patients avec nous. Donc ça se passe pas trop mal. D'accord, donc on va rester sur les 2 schémas. Tant que le e-commerce se complexifie, finalement, oui, ça reste assez proche. Il n'y a pas de réponse unique. Non, d'accord. Je vous ferai réagir après dans la salle si vous avez des questions. On va aborder le dernier point. Il concerne justement Amazon. C'est un sujet sur lequel j'avais vraiment envie d'avancer. Il n'y a pas qu'Amazon d'ailleurs. Il y a parmi les très grands e-commerçants, on peut les citer. Il y a Amazon, mais il y a Cdiscount partout, qui grâce à leur chiffre d'affaires, leur volume d'affaires et leur volume d'activité commencent à tirer profit de leur organisation logistique et achat transport pour revendre eux-mêmes à leur tour
la prestation logistique dite de fulfillment qui vient du coup directement vous concurrencer. Moi, j'aimerais connaître votre avis à ce sujet. J'ai pris l'offre d'Amazon parce que je pense que c'est la plus connue et puis ils ont été précurseurs sur le sujet. Donc l'offre FBA, Fulfillment by Amazon, menace, opportunité. D'après vous, comment vivez-vous ce phénomène ? Rolf, d'abord. Alors je ne sais pas si ça va devenir un modèle, j'en sais fichtrement rien. Ce que je sais, c'est que c'est à la fois une menace et une opportunité. Menace, c'est évident. Pour nous, souvent, nos clients nous expliquent que Amazon va lancer telle et telle offre, et donc je ne peux que essayer de faire pareil. Donc en même temps, il y a cette menace-là, mais cette menace se transforme en opportunité, puisque clairement derrière, nos diverses organisations proposent ou vont proposer et doivent proposer des solutions similaires pour à un moment donné réussir à amener des solutions finales assez proches de ce que vend Amazon. Alors, il y a des choses qu'on ne saura jamais faire, comme par exemple expédier 3 articles dans 3 colis différents, parce que ça, c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est plutôt expédier un colis avec 3 articles. On va rester sur l'offre. Est-ce que c'est concurrent pour vous ? Parce que vous savez qu'Amazon pratique des tarifs qui sont très bas aussi, et peuvent entraîner dans leur sillage des clients qui ne vont pas vous choisir parce qu'ils ont choisi Amazon, notamment pour leur confier déjà la partie marketplace, la vente, et la logistique de surcroît, puisque une fois qu'on qu'on est dans les mains de ce prestataire, on a aussi des avantages à avoir sa logistique là-bas. On est Prime, on est mis en avant un peu plus que ceux qui ne confient pas la logistique. Est-ce que ça, c'est pas une vraie menace ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que ça, devenir une marketplace, je pense pas que ce soit dans vos projets. Et devenir aussi gros qu'Amazon sur le sujet, non plus. En tout cas, si elle mélange les genres, ça c'est une certitude. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais nous, on constate, à travers les contacts que l'on a avec nos clients, qu'un certain nombre de clients font également machine arrière. Donc c'est assez intéressant à constater. Ils ont travaillé avec Amazon, contents, pas contents, des avantages commerciaux, tout un tas de choses. Et puis à un moment donné, on en a marre de se faire un peu avoir en permanence sur d'autres sujets qui peuvent être connexes à la logistique. Et donc, ils font machine arrière. Alors, j'ai évoqué souvent, ou on évoque souvent de temps en temps 2-3 chiffres assez intéressants. Amazon, en Allemagne, en Angleterre, pays majeurs pour nous, sont quand même fortement leaders dans les ventes, puisqu'ils trustent 50-60%. En France, bizarrement, alors, soit parce qu'on a du retard, soit parce cet esprit cocorico de ce matin ressort, on fait de la résistance, mais on est plutôt à 35%. Donc il y a des constats, on ne peut pas en tirer une généralité, mais il y a des choses qui bougent par rapport à ça, et c'est assez intéressant. Patrick ? Fulfillment by Amazon, menace, opportunité ? Non, réalité ? C'est complètement une opportunité. Nous, on le vit très bien. On a 2 clients qui utilisent FBA, mais qui nous utilisent aussi, parce que FBA, c'est très compétitif, sauf sur le stockage, qui est prohibitif. Donc en fait, l'intérêt de nos clients, c'est de confier à Amazon uniquement les rotations, les très fortes rotations, et donc ils ont quand même besoin de nous, d'abord pour approvisionner Amazon, donc on détient le stock principal, et pour gérer les rotations plus faibles, les low runners. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que tous nos clients qui ont commencé à travailler avec FBA, ça a été clairement une forte augmentation des volumes, donc ils ont gagné en notoriété, ils ont gagné en surface, et quelque part, on a eu des retombées positives. Donc moi, je nous sens un peu comme le rémora qui suit son grand requin et qui ramasse de bonnes miettes du repas. Donc je trouve que, nous, ça ne nous pose pas de problème. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai envie de dire, je rejoins Rolf, Amazon a imposé des standards. On n'en serait pas là aujourd'hui où on en est si Amazon n'avait pas été là. Ils ont poussé le niveau, vous voulez dire, tiré vers le haut ? Ils ont complètement poussé le niveau, tiré vers le haut. Et quelque part, c'est une opportunité pour des boîtes comme BSL ou nous, parce qu'on est beaucoup plus souple et réactif que nos grands concurrents. Et nous, on arrive peut-être à mieux suivre. Oui, dans le sillage. Très bien, merci. Moi, j'ai une dernière question à vous poser qui n'est pas du tout sur le tableau, c'est plutôt une question libre. Je vais vous donner l'opportunité pendant 1 minute de parler d'un sujet de votre choix, soit un sujet qui n'a pas été évoqué, soit un sujet qui vous tient à cœur. Rolf ? Je voudrais 1 minute sur un sujet qui vous tient à cœur, je crois. Oui, il y en a plusieurs, mais il y en a un peu récent, et je voudrais revenir sur. Il y a en début d'exposé, on avait dit que on avait besoin de variabilité, d'adaptation aux besoins de nos clients qui évoluent en permanence. Et j'avais dit que nos sociétés sont des entreprises de manœuvre, et c'est vrai, et c'est doublement vrai, et ça sera probablement encore vrai demain.
du coup, l'avantage de la Bretagne, en tout cas de mon point de vue, ou d'autres régions, est réel par rapport à la qualité de travail. Et cette notion de main-d'œuvre, finalement, on s'aperçoit qu'elle est importante, mais elle peut aussi être différente. Et je voudrais évoquer quelque chose que l'on fait avec nos salariés depuis longtemps, ou depuis pas mal de temps. Et on a des approches clairement incitatives pour que l'ensemble fonctionne bien. On a des notions de contrat d'intéressement, on a des notions de contrat de participation. Je crois qu'à un moment donné, la mobilisation des gens, tout ça est importante. Puis un deuxième petit clin d'œil, on a intégré depuis toujours, en tout cas depuis 17 ans, des salariés handicapés dans notre entreprise. Et ça se passe plutôt bien, à tel point qu'à un moment donné, on a eu un prix du handicap par rapport à cette notion d'entreprise inclusive. Donc c'est une forme de fierté pour moi, parce que finalement on s'aperçoit qu'on peut en même temps être quelque part un peu logisticien, un peu soumis à plein de règles du marché, et ne pas oublier ce côté un peu social, un peu humain. social. D'accord, on est sur des métiers humains, on l'oublie pas. Et vous le partagez. Patrick, une question, un sujet libre. Moi, j'ai envie passe par la thèse. Ouais, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Rolf, parce que tout à l'heure on parlait ce qu'on apporte à nos clients, et très souvent quand on leur demande ce qui les a le plus frappés quand ils ont décidé de venir chez nous, et en général un appel d'offres ça se termine par un audit de site, et ce qui revient très souvent, alors moi je m'attendais à ce qu'on me parle de nos systèmes informatiques, notre organisation, notre traçabilité, etc. Et on nous dit c'est l'ambiance. Il y a une super ambiance chez vous, et ça nous marque. Et pour moi ça a été une découverte, parce que j'ai compris que quand on externalise sa logistique, on a besoin d'être assuré. C'est comme quand on met son argent à la banque. On se dit, si jamais la banque elle fait grève et que je peux plus récupérer mon fric, je suis pas bien. Et si je bloque mes produits chez un logisticien, j'ai vraiment intérêt à ce qu'il y ait une bonne ambiance chez lui, que ça se passe bien, qu'il y ait un bon échange social. Et ça, c'est une dimension qui nous frappe beaucoup, et qui là aussi joue encore en faveur d'entreprises comme les nôtres, parce qu'il y a un vrai lien social dans nos boîtes. D'accord, donc à tous les deux, sur une question libre, vous avez répondu sur une réponse sociale à des niveaux différents, et je vous en remercie. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à propos de tout ce qui s'est dit? Monsieur, vous présentez, vous levez s'il vous plaît, vous présentez, vous parlez un peu fort, parce que j'ai pas de micro pour l'instant. Ah, oui, c'est super. Vous êtes... Alors. Bonjour, Aurélien de Chavannes, directeur logistique pour Prodition du groupe William Demant, plus connu en France sous le nom d'Audica, pour les appareils auditifs. J'avais une question, vous parliez d'innovation, et il y a quelques années, on parlait beaucoup du Pick by Light ou Pick by Voice, et vous parliez aussi du bien-être des employés. Est-ce que vous êtes revenu sur ces innovations qui étaient il y a quelques années pour les abandonner, ou est-ce qu'au contraire, vous les gardez? À qui vous posez la question? À nous deux, nous trois? À vous deux. Alors. À celui qui sera élu? Non, là encore. Gardez-le pour l'instant. C'est une autre question. Ce que vous dites. Pick to light, pick by light. Ouais, ce que vous dites est intéressant. By voice. Toute solution d'aide diverses et variées. Ce que vous dites est intéressant. Je crois que là aussi, il y a deux choses. Il y a pas de. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de pratiquer, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue en disant c'est comme ça que tu vas faire demain. Parce que finalement, on s'aperçoit que souvent, les bonnes idées, on peut en avoir, nous, en tant que manager, mais aussi ça remonte de la part du terrain. Donc il y a cette notion de souplesse qui est importante pour nous. Et puis après, vous savez, comme tout le monde, qu'il y a des effets de mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup de robotisation, de divers et variés. Je ne suis pas sûr que dans 10 ans, ça sera encore le sujet à la mode. Mais on aura traité le sujet. Donc, revenir par revenir, il est clair que la notion d'efficacité mixée à du bien-être des salariés qui produisent pour nos clients, qui produisent pour vous, elle est importante. Alors est-ce qu'elle s'obtient par des aides voice speaking, pick to light, des exosquelettes? Ça, c'est clairement un élément dont on va parler probablement demain, après-demain. Voilà, et pas de règle. Je crois que c'est à un moment donné, c'est en fonction des besoins, mais on va vers ça. On utilise peu les deux, là encore une fois pour des raisons d'efficacité. J'explique souvent à nos clients, et à force ils commencent à nous croire, que d'appuyer sur un bouton qui est allumé pour mettre le bon produit dans le bon colis, finalement ça ne sert à rien si j'ai un autre moyen de le mettre directement. Patrick? Moi j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est qu'on fait un métier génial parce qu'il est hyper vertueux, parce que l'ergonomie est source de productivité dans notre métier. Donc
plus c'est confortable pour nos collaborateurs de travailler, et plus ils sont productifs, plus ils vont fonctionner longtemps avec un bon niveau de productivité. Bon, pour répondre à votre question, on ne fait pas de voix, mais on fait beaucoup de pick to light. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que, aussi très intéressant, c'est que nous, dans notre organisation, on a la manie de mettre des tas de garde-fous sur l'erreur de préparation. Mais il n'y a pas de traçabilité de l'erreur de préparation par préparateur. Et en fait, on dit à nos préparateurs, voilà, il y a des tas de systèmes d'alerte qui vont vous indiquer si vous faites une erreur, mais on ne saura pas que vous avez fait une erreur. C'est juste pour que vous le sachiez. Et le but, c'est quoi? C'est que vous lâchiez. Allez-y, préparez vite, n'ayez pas peur de faire une connerie, parce qu'il y aura une lumière à un moment donné qui s'allumera, ou un colis qui sortira sur un brin d'erreur sur la chaîne. Donc allez-y et lâchez-vous. Et du coup, ils sont beaucoup plus relax. Donc on utilise ces systèmes-là pour en fait qu'ils se lâchent, qu'ils aillent beaucoup plus vite sur 1000 colis, quitte à ce qu'il y ait une connerie sur le 1001e, mais de toute façon, il va sortir. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est très bien. Merci pour ces exposés. Merci pour avoir participé à ce premier exercice premier du genre, j'ai envie de dire. Et puis pour la précision de vos réponses, j'ai noté deux choses. Je ne me suis pas trompé en choisissant deux experts sur les sujets. J'espère que les sujets que j'ai exposés et choisis correspondent aux sujets que vous aviez envie de développer. Ce que je note, peut-être sur les choses que je vais peut-être améliorer la prochaine fois, c'est qu'il y a énormément d'humains dans vos réponses, ce que j'avais sous-estimé. Donc je mettrai certainement une dose peut-être de social ou d'humain dans mes prochaines questions. Et ensuite, je le confirme, moi je vous connais, je vous ai rencontré, on se fréquente depuis plusieurs années, donc je confirme tout ce qui s'est dit, en effet, sinon je vous aurais arrêté dans vos développés. Il y a une bonne ambiance dans vos deux entreprises. Est-ce un levier de facteur de succès? C'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder prochainement. Merci à tous d'être venus si tard. On a fait 1 heure et 1 minute, on est pile dans les temps. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.